Le noble défi que doit remplir l'agriculture aujourd'hui, c'est de proposer de la nourriture pour tous et en 2050 pour 9 milliards et demi d'êtres humains. Aussi, avec la crise économique et agricole, nous ne pouvons pas nous passer d'une agriculture très productive, créatrice d'emplois, d'économies dans le secteur agroalimentaire. Il faut être réaliste et compétitif, rivaliser avec la concurrence mondiale des autres pays industriels. Avec le changement climatique, l'eau devient rare. Les bassines ou encore les innovations comme les semences OGM constituent de réels espoirs pour la sécurité alimentaire. Les contraintes environnementales sont donc des obstacles trop difficiles à franchir pour les exploitants agricoles français. On ne peut pas se permettre d'être utopiste. Stop, stop, stop. Vous avez tous entendu ce message sur les ondes radio, et ce message n'est en vérité qu'une vaste propagande mensongère. Les premières victimes de ce modèle agricole, au-delà des consommateurs empoisonnés par les substances toxiques utilisées par l'agriculture, sont les agriculteurs eux-mêmes qui économiquement ne s'en sortent pas, qui sont malades, des maladies professionnelles à cause de ces pesticides, et qui, pour 500 d'entre eux chaque année, font le choix de se suicider. Un quart des exploitations agricoles ont disparu ces 10 dernières années. Le nombre de fermes a été divisé par 5 depuis 1955. Aujourd'hui, on fait de l'agriculture raisonnée. Et grâce au progrès, on peut nourrir l'humanité, la planète. Mais cette agriculture raisonnée ne nourrit pas la planète. 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui à la surface de la planète, 1 milliard d'entre eux souffrent de la faim. 35 millions d'êtres humains meurent de faim chaque année. Un enfant de moins de 10 ans meurt de faim toutes les 5 secondes. Les facultés de la terre. Les facultés de la terre, avec un petit T, celles que nous, les paysans, tenons dans nos mains, la faculté de la terre avec un grand T, celles qui nous portent tous, sont saccagées par ce modèle agricole qui dévaste les équilibres, qui dévaste les ressources et l'eau en particulier, qui dévaste les biodiversités, qu'elles soient sauvages ou domestiques, et qui dévaste le climat et notre santé. N'importe quoi, mais qui êtes-vous pour vous exalter de la sorte? Enfin, encore un de ces bobos écolos, marginal, chevelu, barbu, 68 heures attardé, ou un de ces citadins qui ne connaissent vraiment rien à l'agriculture et qui veut nous donner des leçons sur nos exploitations. On n'a pas le droit de faire rêver les gens, je suis désolée. Tous les paysans ne sont pas tous les agriculteurs ne sont pas des paysans. En revanche, tous les paysans sont des agriculteurs. Et j'aime à dire que je me refuse d'être un de ces exploitants qui exploitent la terre, qui exploitent les hommes, qui exploitent les animaux sur une exploitation agricole. Je suis fier de me revendiquer paysan qui évolue sur une ferme. Ah, mais je suis désolée. Les OGM, par exemple, et le clonage, ce sont des belles avancées. Oui, j'ai aussi, dans mon parcours scolaire, qui m'a conduit à un diplôme d'ingénieur, conduit des programmes de recherche sur le clonage, sur les OGM, qui sont des sujets qui ne sont pas du tout polémiques. J'ai aussi organisé la vente de pesticides, de semences de synthèse, d'engrais de synthèse aussi, de semences certifiées, d'irrigation, de drainage. Tout ça, j'ai fait ces métiers-là. Sauf que je me suis vite rendu compte que ces logiques-là ne sont que des fuites en avant qui servent l'intérêt privé de quelques-uns au détriment de l'intérêt général. Bon, enfin, ne soyez pas nostalgique et rétrograde. L'agriculture maintenant, ce sont des entreprises compétitives à l'échelle mondiale. Et sur mon exploitation, je pratique l'agriculture raisonnée. On a fait des progrès, monsieur. Parlez-moi de progrès, ici à La Rochelle, où un illustre maire qui s'appelait Michel Crépeau en donnait une définition fort édifiante. Il nous disait que le progrès n'était qu'une tradition qui se prolonge. C'est quoi le progrès dont vous nous parlez? C'est le traité transatlantique TAFTA qui nous promet de nous nourrir avec des poulets javellisés ou du bœuf aux hormones, qui va nous faire importer massivement du soja et du maïs OGM, qui va nous interdire de produire des fromages au lait cru comme le Roquefort ou le Camembert. C'est votre agriculture raisonnée qui, sous l'ère du Grenelle de l'environnement signé en 2008, devait nous faire diminuer de moitié l'usage des pesticides en agriculture et qui, depuis 2008,
a permis d'augmenter tous les ans un peu plus l'usage de pesticides en agriculture, qui fait que la France reste le 3e utilisateur mondial de pesticides au monde, après les États-Unis et l'Inde, qui sont quand même des pays un petit peu plus vastes que notre petit pays français, et qui fait surtout de la France le premier utilisateur en doses par hectare de pesticides au monde. Est-ce que vous voulez qu'on reste aussi les champions du monde des cancers pour nos enfants ? Oh, ça, ce n'est pas prouvé. C'est justement parce que c'est prouvé que j'ai quitté ce monde-là, que j'ai fait le choix de partir et de m'engager dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans l'intérêt supérieur des générations futures. Et j'ai l'habitude de dire que mon adage, c'est l'amour est le moteur, et la colère que vous sentez tous, j'imagine, aujourd'hui, est le carburant. Écoutez, l'environnement, ça commence à suffire. Laissez-nous produire. Rien de tout ça ne fait de vous un agriculteur capable de conduire une exploitation agricole, en plus avec votre moteur. Hein. On est des chefs d'entreprise responsables. Mais j'y viens. J'ai bâti un projet d'installation agricole sur une ferme familiale qui allait très loin dans le développement de ce modèle intensif, qui pendant 35 ans a pratiqué la monoculture de maïs. Et ces 20 années d'expérience professionnelle avant de devenir agricole ont nourri mon projet. Et le projet s'appuie sur 2 principes fondateurs. Le premier principe, il est territorial. On ne peut pas poser une activité agricole comme on la pose au milieu de nulle part. L'agriculture occupe 70% de l'espace et donc doit intégrer son environnement social, son environnement écologique et son environnement économique. Et sur le bassin versant de la Seudre, territoire sur lequel j'évolue, à l'estuaire duquel se développe l'emblématique activité ostréicole de l'huître de Marennes-Oléron, on ne peut pas continuer de développer des pratiques agricoles désastreuses sur la gestion qualitative et quantitative de l'eau qui menacent cette florissante économie de l'ostréiculture de Marennes-Oléron, qui pourtant représente 5 fois plus d'économie que la maïsiculture sur ce même bassin. Et le second principe, c'est quoi ? Le second principe, c'est l'argent public. Vous êtes tous contribuables. Eh bien, sachez que l'agriculture est une activité économique lourdement soutenue par l'argent public, et qu'aujourd'hui, quand on accepte de recevoir autant d'argent public, et j'en accepte, je crois qu'on a des comptes à rendre à la société et qu'on doit remplir un contrat moral avec la société. Et donc, dans ce contexte-là, on ne peut plus parler de contraintes. Les agriculteurs n'ont que des obligations. Oh, mais enfin, l'agriculture a quand même un rôle à jouer dans le changement climatique. Oui, effectivement, le sujet est central à l'approche de cette COP21 qui s'annonce en France début décembre. Effectivement, l'agriculture a un rôle à jouer sur le changement climatique, parce qu'elle émet elle-même 25 à 30% des gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Les vaches qui pètent. Voilà, les poncifs habituels, les éructations des bovins, les vaches qui pètent, eh bien, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est par exemple la fertilisation azotée. Savez-vous qu'il faut 1,5 litre de pétrole pour produire 1 kg d'azote, et que l'agriculture dont on parle utilise massivement ces fertilisations azotées. C'est-à-dire que pour produire 1 hectare de blé, 1 hectare de colza ou 1 hectare de maïs, l'agriculteur mobilise entre 200 et 270 kg d'azote par hectare. Ça veut dire qu'avant même que le moteur des tracteurs commence à tourner, rien que sur la fertilisation azotée, la dépendance au pétrole est de 3 à 400 litres par hectare. Et ce modèle agricole, qui en 2050, justement quand le pétrole se fera extrêmement rare, veut pourtant nourrir 9,5 milliards d'êtres humains sur la base d'un modèle excessivement dépendant du pétrole. C'est juste illusoire. Et puis la seconde entrée, quand on parle de changement climatique en agriculture, c'est cette dimension que je vous ai donnée tout à l'heure. L'agriculture occupe 70% de l'espace. Eh bien, quand on occupe 70% de l'espace, on doit mobiliser ces territoires pour qu'ils séquestrent du carbone. Or, ces sols qui reçoivent massivement des engrais de synthèse, qui reçoivent massivement des pesticides, sont des sols sur lesquels on a tué la vie. Or, des sols en faculté de séquestrer du carbone ne peuvent être que des sols en vie, ce qui n'est plus le cas avec le modèle agricole dominant. Oui, mais enfin, l'économie dans tout ça, là, votre agroécologie, c'est bien beau, c'est bien joli, mais enfin, il faut un modèle rentable. Oui, ce modèle dominant n'est même pas rentable. J'en veux pour preuve les manifestations d'agriculteurs régulières auxquelles on a assisté il y a quelques semaines encore. Ce modèle est en train de toucher le fond.
Et donc, il nous faut revisiter ce modèle-là. Et le modèle que j'ai développé sur la ferme familiale, qui pourtant était allé très loin dans le modèle intensif, qui était lourdement endetté quand on l'a reprise avec mon frère, en choisissant d'autres logiques basées sur l'autonomie, basées sur l'agronomie, nous a permis d'apurer les dettes, nous a permis de bâtir un modèle agricole rentable, nous a permis d'être neufs, où hier ils étaient que 2. Donc ce modèle est également économiquement pertinent. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Non, désolé. Pas de traitement, pas de récolte. Hein. Mon père disait ça aussi, que pas de traitement, pas de récolte, sauf qu'effectivement, il faut changer de paradigme et redécouvrir dans ce qu'on appelle le bon sens paysan, la faculté que peut avoir un bon paysan de mobiliser des ressources parfaitement gratuites et parfaitement inépuisables, que sont l'azote atmosphérique, que sont la lumière, que sont la vie des sols, que sont le carbone, et j'ai bien compris qu'il y en avait de plus en plus. Donc effectivement, on peut redéfinir une autre façon de produire, et on est beaucoup plus efficace dans ces logiques-là en produisant. En associant les arbres, vous allez me parler des solutions, j'imagine, Oui, en associant oui, les arbres, les par exemple à des cultures dans un modèle qu'on appelle agroforesterie. J'ai planté 5000 arbres par an sur ma ferme depuis 8 ans. Pendant que le modèle agricole dominant s'acharne à faire disparaître ces arbres, eh bien, en associant les arbres avec les productions végétales, on accroît la productivité hectare des parcelles de 40%. Et dans les territoires du Sud, là où les bouches attendent de la nourriture, ce modèle agronomique, basé sur l'arbre, permet d'augmenter la productivité hectare de 400%. Donc, c'est tout sauf un modèle qui affame. Oh, mais si, mais vous allez affamer la planète, je suis désolée. Il faut bien du maïs pour produire sans chimie, sans pesticides, mais vous êtes des irresponsables, les animaux d'élevage. Écoutez-moi bien, la révolution, c'est de nourrir des herbivores avec de l'herbe. Et avec des animaux de race locale. C'est pas possible, ça. Pour produire des aliments de qualité que sur ma ferme, on vend en vente directe à des tarifs moins élevés que les produits industriels que vous achetez au supermarché. Comme les herbivores mangent de l'herbe, les productions végétales sont toutes dédiées à l'alimentation humaine. Et voilà comment on allume véritablement des cercles vertueux pour satisfaire la souveraineté alimentaire. Vous allez peut-être me parler aussi des races locales anciennes, tout ce blabla. Absolument, les races locales anciennes sont des garanties de bonne adaptation au territoire. Idem pour les semences. Ces semences sont rustiques et nous permettent, sur nos territoires, de développer des logiques productives qui s'appuient sur le retour de notre autonomie semencière et génétique. Enfin, là, vous êtes vraiment loin de la réalité. Hein. Tout le monde ne peut pas s'offrir de vos produits bio, c'est du luxe. Enfin, c'est une niche, quoi. Mais ce qui plombe le pouvoir d'achat du consommateur, ce n'est pas le prix du produit que vous achetez, c'est les coûts externalisés de ce modèle agricole qu'il faut adosser à l'achat de ces produits et qui font que, par exemple, les contribuables que nous sommes tous doivent s'acquitter d'une facture de 54 milliards d'euros par an, 54 milliards d'euros par an pour retirer les pesticides et les nitrates de ce modèle agricole qui, en amont du geste de production, a déjà reçu 11,5 milliards d'euros d'aide publique et qui nécessite qu'on engage énormément d'argent public pour réparer les dégâts de ce modèle agricole-là. Et je prends souvent l'exemple de la laitue pour illustrer tout ça. Quand effectivement vous arrivez sur le banc du marché et que vous avez devant vous une laitue à 70 centimes d'euros issue de l'agriculture chimique et qu'à côté vous avez une laitue issue de l'agriculture biologique qui définitivement ne vous coûtera qu'1 euro, eh bien en réalité quand vous achetez cette laitue à 70 centimes d'euros, vous la payez 27 euros. Eh bien moi je dis que je n'ai pas les moyens de me payer une laitue à 27 euros. Et dans cette situation de crise où tous se plaignent d'une pression fiscale trop forte, exigeons que l'argent public soit fléché au bon endroit dès le début et faire autre chose de l'impôt proposé et capté sur le revenu des contribuables. Si en plus la société doit se mêler de l'agriculture. Eh bien oui, ces constats font
font qu'effectivement, ces constats font qu'effectivement la question agricole n'est pas un sujet à cantonner dans un débat agricolo-agricole. L'agriculture est un vrai sujet de société duquel il faut que tous s'emparent, de manière à engager les alternatives. Ouais, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile, hein. Coluche, hein. Et donc, pour détendre l'atmosphère, j'aime bien citer Coluche. J'aime bien citer Coluche qui, en 78, nous disait déjà que, en attendant peut-être que un mouvement de fond se mette en place, que finalement, tout ça nous appartient et tout ça appartient à nos choix de consommation. Et Coluche nous disait en 78, il suffirait qu'on ne l'achète pas pour que ça ne se vende plus. Eh bien, je vous invite à réfléchir à ça. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. 2 secondes. 2 secondes et laissez-moi finir. On a 2 secondes. Alors, c'est quoi le défi du siècle? Le défi du siècle, vous l'avez compris, le défi du siècle, c'est de réconcilier les paysans et les consommateurs, c'est de réconcilier l'homme et la nature. Et ce défi-là, seule l'agriculture biologique peut le relever. Et cette crise est finalement une opportunité pour s'emparer des difficultés, replacer la question agricole dans un débat de société et faire que des fermes citoyennes comme la mienne, des fermes paysannes comme la mienne et d'autres font la démonstration que ce modèle est possible et que ce modèle est en marche. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à vous. On continue. C'est bien. Merci.